On va passer à la deuxième table ronde autour de la capacité, dans le contexte de la difficulté d'attractivité, vous savez, en ce moment, et de recrutement, comment attirer les talents en transformant les organisations. J'appelle Justine Duval, qui est membre du collectif pour un réveil écologique, si vous voulez bien prendre place, merci beaucoup. Édouard Reynaud, directeur général France de Transdev, qui doit être avec nous, je vous en prie, bonjour. Alexandre Perra, directeur exécutif groupe en charge de l'innovation, la responsabilité d'entreprise et la stratégie d'EDF, bonjour. Monsieur Perra, et Gabriel Raymond-Jean, directeur général de Talent, et c'est mon confrère Pierre de Villeneuve d'Europe 1, à qui je cède la parole pour 45 minutes. Je t'en prie, Pierre, c'est à toi. Merci, mon cher Thierry. Bonjour à tous. S'il vous plaît. Bonjour à Gabriel Raymond-Jean, Édouard Reynaud, Alexandre Perra, Justine Duval. On va parler de ces talents qui existent dans vos entreprises, à tous. Et comment est-ce qu'on peut attirer les talents en transformant les organisations? Alors, la transformation, c'est un mot qui fait peur. Il a beaucoup été utilisé pendant le premier quinquennat par vous savez qui. Et cette transformation, on arrive quand même un peu à la cibler aujourd'hui. D'ailleurs, les propositions que vous allez nous émettre dans quelques instants en sont un parfait exemple. La question de cette transition et de cette transformation est importante. Nous vivons ce qu'on appelle communément la transition écologique. Chez les plus sceptiques, elle s'est avérée comme nécessaire, comme indispensable, parce que l'écologie est l'enjeu de notre siècle, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est l'enjeu de notre siècle. Pour aboutir à ces objectifs qui nous concernent tous, notre avenir, celui de nos enfants, nos talents de demain doivent être pleinement ancrés dans des organisations prêtes à cette transition. C'est donnant-donnant, c'est même, je dirais, gagnant-gagnant. Deux de nos protagonistes ont planché, ici même, un groupe de travail est né pour mettre en place toute une série de propositions. Elles concernent tous les employés et les employeurs. C'est le contenu et le contenant. Alors, nous allons d'abord, si vous le voulez bien, pendant une dizaine de minutes, examiner attentivement ces propositions. Donc, je vais demander à Gabriel Raymond-Jean et Alexandre Perra de vous les restituer. Et puis ensuite, pendant une demi-heure, on va les analyser, voir comment, dans la vie courante, dans la vie de l'entreprise, elles peuvent être confrontées à certains obstacles. Je ne sais pas comment vous êtes répartis votre duo comique. Je ne sais pas lequel commence. C'est mon tour. Gabriel. C'est mon tour, bonjour. Tu as un micro, Alexandre? D'accord, c'est parfait, on va pouvoir y aller. D'abord, pour commencer, je voudrais remercier tous les participants de ce groupe de travail, très divers, très large, et qui est parvenu à aboutir à un certain nombre de propositions très concrètes que l'on va vous détailler aujourd'hui. Et puis je voudrais aussi remercier l'équipe organisatrice, Raymond Mouton, qui a réussi d'une main de maître à nous aider à faire aboutir ce groupe qui était vraiment pas simple. Alors maintenant, pour en venir au fond, la première des propositions tourne autour des futurs talents, de ceux qui sont encore à l'école aujourd'hui et qui doivent du coup prendre connaissance, savoir quels sont les métiers qui peuvent les attendre dans 5, dans 10 ans, ou peut-être même tout simplement l'année prochaine. Et là, je pense que c'est assez complexe. Il y a un défi. D'abord, il y a un défi de l'école qui n'est pas évident. La rentrée scolaire a été l'occasion de rappeler toutes les difficultés que traverse cette institution essentielle pour notre République. Mais pour faire court, quand on est un adolescent aujourd'hui, un adolescent, c'est plutôt quelqu'un qui a tendance à ne pas prendre le monde tel qu'il est et qui a envie de le changer. Passer de la révolte à l'action, donner du sens à son action, passe par une connaissance des débouchés possibles, en particulier sur le plan professionnel. Et ces débouchés, il faut les connaître, parce que les métiers de demain, les métiers qui sont porteurs de sens et de la transformation écologique, ne sont pas ceux que l'on fait aujourd'hui, ou en tout cas ne sont pas faits selon les modalités qui sont les nôtres aujourd'hui. Et donc, on a proposé tout simplement de travailler à deux niveaux. Au niveau de l'orientation et des conseillers d'orientation, qui sont peut-être la première charnière qui a un rôle essentiel à jouer là-dessus, et lui donner donc à cette charnière les moyens de connaître, d'être sensibilisé, de connaître et de transmettre ces informations. Après, s'agissant des élèves, de ceux qui sont des élèves aujourd'hui, l'idée est de leur montrer ces débouchés au travers donc de ces conseillers d'orientation formés, d'ouvrir davantage l'école à l'entreprise. C'est facile à dire, mais là, je pense qu'on est dans un changement de monde et que du coup, ça devient vraiment essentiel, encore plus qu'aujourd'hui. Et puis, inscrire, montrer à tout adolescent qui a envie de se projeter quel est le lien entre un parcours de formation et puis un métier derrière. Et ça peut être au travers de descriptions de fiches,
de quels sont les métiers qui sont visibles, qui sont portés à leur connaissance au moment où ils doivent faire les orientations. Donc ça, c'est la première proposition, le fait de créer des liens avec le monde scolaire et avec les écoles. Deuxième proposition. Alors ensuite, on sait bonjour à tous. Je m'associe bien sûr au remerciement qu'a fait Gabriel. La deuxième proposition, elle concerne cette fois-ci l'entreprise et ses dirigeants. Il faut, je crois, être humble et se dire franchement les choses. Nos dirigeants sont confrontés à une problématique qui est complexe. La transition écologique et sociétale, elle est multidimensionnelle et très compliquée à comprendre. Même pour des dirigeants très formés, qui ont été formés à une époque où ces problèmes ne se posaient pas. Et ça vaut aussi pour un dirigeant de 40 ans. Et moi, j'ai pléthore d'exemples dans l'entreprise dans laquelle je travaille, de dirigeants vraiment bien câblés, très volontaristes, qui arrivent avec une merveilleuse idée pour réduire le bilan carbone de son activité et qui ne se rend pas compte qu'en agissant sur le bilan carbone, il crée un autre problème ailleurs, dans l'écosystème, un problème d'usage de sol, un problème d'eau, ou que sais-je. Et c'est bien cette complexité qu'il faut arriver à gérer quand on est un dirigeant, et donc, ou un manager, ce que je dis pour les dirigeants vaut aussi pour les managers. Et donc l'idée, c'est vraiment d'améliorer la formation de ces dirigeants pour qu'ils, formation continue, en poste, pour qu'ils puissent mieux comprendre et mieux décider in fine. Alors, la loi Pacte va déjà dans ce sens, en demandant une formation. Il y a aujourd'hui une norme européenne qui implique que les entreprises de plus de 250 salariés communiquent un certain nombre de données RSE. Nous pensons que d'abord comptabiliser, communiquer sur la formation des dirigeants dans ces entreprises est un passage obligé. Et je pense que ça doit aller, nous pensons, quand on a travaillé, que ça doit aller jusque dans les conseils d'administration. C'est quelque chose qu'on a fait chez EDF. On a formé le conseil d'administration, le COMEX et toute la ligne managériale pour l'étendre 160 000 salariés à ces questions via un outil très simple qui s'appelle la fresque du climat. Je vous assure que passer 2h30 avec un conseil d'administration sur ces questions, y compris avec le représentant de l'État détenant 85% d'EDF, était extrêmement riche et que tout le monde apprend. Voilà. Donc ça, c'est la deuxième... Et tout le monde joue le jeu. Il n'y en a pas un qui dit « Est-ce qu'on peut passer à autre chose maintenant ?» Pas du tout. Vraiment pas. Troisième proposition. Gabriel, peut-être, non? Non, la troisième proposition, c'est encore moi. C'est une fois qu'on a fait cela, ouvert les élèves au métier de la transition, former les dirigeants, il faut faciliter les mobilités des salariés d'un métier à l'autre. Et là aussi, il faut beaucoup de transparence. Il faut que les entreprises, les salariés des entreprises soient exposés aux ruptures qui se profilent, sans inquiétude, comme le disait Madame Bernard Grandjean. Il ne faut pas provoquer de l'inquiétude, mais le meilleur moyen de ne pas provoquer de l'inquiétude, c'est d'être très transparent sur les métiers qui vont disparaître et ceux qui vont apparaître. Et à partir de là, d'organiser cette grande transhumance d'un métier vers l'autre. Alors, c'est pas des choses qui se font en un claquement de doigts, c'est pas des choses qui se font en 2 ans, mais ça suppose, de bien mesurer les besoins en emploi futur, pas seulement le solde net, on parle des 200 000 emplois que va créer la transition écologique dans tel ou tel secteur, etc. Il faut aussi clairement savoir quels sont les emplois qui vont disparaître. Donc là, il y a un travail des comités de filière qui peut être fait pour faire la lumière sur cette dynamique et mieux préparer les salariés à ces évolutions. Ce qui suppose également de favoriser les structures internes aux entreprises de formation pour former dans l'entreprise les salariés d'un métier vers l'autre, de le faire aussi entre entreprises, d'une entreprise vers l'autre. Et puis il y a un outil dont il faudra qu'on fasse le bilan. On n'a pas eu le temps de le faire parce qu'on n'était pas à temps plein sur ces questions, mais c'est celui du CPF. Le CPF, j'ai l'impression, et je pense que comme moi, vous recevez quantité de SMS et d'appels vous proposant de faire des formations dans tout et autre chose. Je pense qu'il faudra faire le bilan de cela et de savoir comment il est mis à profit pour
permettre, favoriser la transition d'un métier vers l'autre et au besoin peut-être rajouter quelques heures de CPF s'il y en a besoin pour les transitions les plus complexes à faire qui obligent à passer d'un métier très technique à un autre métier très technique et qui prennent plus de temps de formation. Alors, il nous reste encore 3 propositions. La question des partenariats. La question des partenariats, oui, tout à fait. Alors, vous voyez qu'on embrasse assez large, hein, en fait. On va depuis l'étudiant jusqu'à très très loin. Et nous sommes convaincus que c'est à la maille du bassin d'emploi, à la maille territoriale, que le maximum de choses positives peuvent se passer et que la transformation peut véritablement se réaliser. De quoi parle-t-on ? On parlait Alexandre citait qu'il y avait il fallait pas juste regarder le solde, mais il y avait des emplois en plus et des emplois en moins. On pense par exemple dans le domaine agricole, on parle de la création de 500 000 emplois du fait de la relocalisation de cultures maraîchères, mais en même temps il va y avoir des destructions d'emplois, par exemple sur les fabrications d'engrais. Donc il y a vraiment des écarts significatifs. Et c'est donc au niveau du bassin d'emploi que les ajustements peuvent se faire. Ces ajustements, ils ont besoin d'aide. Ils ont besoin d'aide, d'abord de connaissances, savoir que ça se fait, qu'il y a des besoins quelque part, qu'il y a des postes qui peuvent être en difficulté ailleurs. Il y a besoin d'aide dans de la reconversion, des accompagnements sur des formations, parce que là, on parle de personnes qui sont déjà au travail et qui ont besoin justement d'être accompagnés, et ça fait le lien avec le point précédent. On parle aussi d'aide en termes probablement de financement pour aider à la transition, pour faire en sorte que ce changement, qui est une prise de risque pour tout un tas de personnes qui travaillent aujourd'hui, que le risque soit minimisé. Et là-dessus, il y a des expériences qui existent aujourd'hui, plus que des expériences, même en particulier du côté de Cambrai, donc un peu plus au nord qu'ici, notamment avec un dispositif gouvernemental très intéressant, c'est transition collective. Et donc l'idée, c'est vraiment de passer à l'échelle, de massifier ce genre d'action pour permettre aux entreprises d'avoir le maximum de fluidité, de faire intervenir des associations qui peuvent aider au transfert d'informations et rendre les choses tout simplement possibles. Le 5e point regarde vraiment l'avenir, long terme, c'est la recherche, l'innovation. On sait que 50% des émissions de CO2, par exemple, qui vont devoir être abattues pour respecter la neutralité carbone en 2050, viendront de technologies qui ne sont pas encore déployées ou même inventées. Donc il y a un espace gigantesque pour l'innovation. La R&D a un grand rôle à jouer et tout ce qui encouragera la R&D orientée vers les résolutions des problèmes environnementaux à se mettre en place, eh bien, sera bienvenu. Alors, il y a quelque chose qui fonctionne très bien aujourd'hui, c'est le crédit impôt recherche. Soyez pas perturbé par la ministre qui vient d'arriver, elle vous écoute. Pas du tout, au contraire, je la sens attentive. Le crédit impôt recherche fonctionne très bien. Il faut savoir maintenant si on veut aller un peu plus loin et si on veut flécher un nouveau crédit d'impôt recherche vers ces questions-là pour permettre non pas de déployer des technologies qui sont aujourd'hui existantes mais pas rentables et qui ont besoin d'un coup de pouce qui a été donné d'ailleurs par les plans de relance en France ou dans d'autres pays, mais vraiment de chercher la technologie de rupture dont on aura besoin pour 2050 et après. Et enfin, dernier point, alors là c'est une espèce de... On sort les évangiles. Oui, mais en fait, pas tant que ça. Enfin, je l'espère. En tout cas, c'était notre intention d'être vraiment dans le concret. Ce 6e point, en fait, c'est un registre d'action concernant la valorisation des débouchés des métiers de la transition écologique et inciter l'ensemble des publics à se former à ces métiers. De quoi parlons-on ? Nous parlons d'une transformation et d'une transformation qui plus est d'ampleur vers un futur qui est assez difficile à discerner, même si on est de plus en plus, on a admis l'idée d'une planification. Et qui parle de transformation peut le penser en 3 phases successives. Pour dire simplement, c'est je sais, je peux et je veux. Je sais, on a traité ces questions-là dans les points précédents. C'est tout ce qui contribue à l'information, à la sensibilisation d'abord et ensuite à l'information. Je peux, c'est j'ai le sentiment que j'ai les capacités, c'est-à-dire les compétences, et que l'on ne va pas m'empêcher d'agir. Donc ça, on l'a traité aussi avec la sensibilisation et la formation des conseils de direction, on l'a traité avec les formations. Et puis je veux.
C'est peut-être là aussi qu'il y a des éléments très intéressants et que l'actualité nous rappelle. Pénurie de transporteurs routiers. Tu me parlais tout à l'heure de la difficulté de trouver un car pour passer de Villeneuve-les-Avignon à Avignon cet été. Je pense que j'aurai un écho très favorable avec mon second voisin à droite. Ce sera l'occasion d'en parler. Mais ça va beaucoup plus loin. Aujourd'hui, il y a beaucoup de métiers qui sont sous-valorisés. C'est-à-dire que quand bien même j'ai la capacité, quand bien même je suis formé, je ne vais pas vers ces métiers parce qu'ils ne sont pas bien payés, parce qu'ils ne sont pas reconnus par la communauté, par les collectivités comme étant des métiers de valeur. On a vécu ça aussi pendant la crise du Covid, rappelez-vous, hein, les personnes qui étaient en première ligne. Et bien là, ça va être exactement la même chose pour les transporteurs, mais pour toute une catégorie de métiers. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider ça ? D'abord, on peut véhiculer une image positive. Et ça, il y a un travail à faire pour expliquer, probablement mettre les médias à contribution. On vous demande beaucoup les médias, mais je pense que là, il y a un rôle à jouer. Ouais, on nous demande beaucoup, et puis quand il y a quelque chose qui va mal, c'est de notre faute. Donc on a l'habitude, ne vous inquiétez pas. C'est commode. Et puis, je pense qu'il y a aussi un travail à faire. Alors, c'est peut-être là que serait le vœu pieux, mais j'y crois quand même. C'est revaloriser financièrement ces métiers. Aujourd'hui, un certain nombre de métiers, tout simplement, on n'y va pas parce qu'il n'y a pas d'avenir financier, on ne va pas réussir à joindre les deux bouts. Et là, il y a probablement des actions à faire, les modalités sont à discuter, mais une diminution des charges sociales pour l'entreprise, à condition que celle-ci soit retransmise sur la feuille de paye de la personne intéressée, peut être un axe à étudier au cas par cas sur un certain nombre de métiers qui sont parfaits. En tout cas, merci beaucoup pour la restitution de ces 6 propositions. Je propose qu'on applaudisse Gabriel et Antoine. Gabriel Raymond-Jean, directeur général de Talent, et Alexandre Perra, directeur exécutif d'EDF. Voilà donc 6 propositions très concrètes, ciblées et avec un financement évidemment derrière. Il y a des chiffres, évidemment, sur lesquels on s'appuie, le nombre de créations d'emplois qui pourraient être faites, on va en parler dans un instant. Est-ce que peut-être, parce que Édouard Hainaut de Transdev et Justine Duval, membre du collectif pour un réveil écologique, ont peut-être à ce stade des questions ou des remarques à vous faire. Justine Duval. Oui, alors déjà, je voulais vous remercier, remercier le groupe de travail pour toutes les propositions, pour le travail qui a été fourni pour élaborer ces propositions qui vont sans doute être très utiles pour transformer les organisations. Et je voudrais apporter un petit peu mon point de vue d'étudiante engagée, on peut dire. Donc la question aujourd'hui, c'est comment attirer les talents en transformant les organisations. On peut aussi se poser la question de ce que les étudiants et donc les talents recherchent dans les organisations. Et une question fondamentale que nous, on se pose, c'est savoir quel impact je vais avoir en exerçant mon métier, en intégrant une entreprise. En tant qu'étudiant, encore étudiant, on aimerait savoir si on va avoir un impact positif sur la société, donc que ce soit l'environnement, mais aussi sur des problématiques plus sociales. Et l'idée, c'est qu'on aimerait que l'entreprise ait une vision d'avenir, c'est-à-dire qu'elle ait une volonté de se transformer pour justement nous permettre à nous d'exercer nos compétences pour un but qui nous semble en cohérence avec nos valeurs. Donc, à mon sens, ces propositions sont très concrètes et c'est très bien, mais devraient servir de tremplin pour re-questionner plus profondément la place de l'entreprise dans la société, son utilité sociale et sa finalité en tant que telle. Alors, parce que c'est pas simplement en proposant une formation aux salariés qu'on va arriver à attirer les étudiants ou les nouveaux arrivants sur le marché du travail. Donc je pense que c'est vraiment très important d'avoir une vision de long terme. C'est ce qui est un peu fait avec la loi PAC, les sociétés à mission qui ont une raison d'être. Et voilà, je pense que c'est une réflexion qu'il faut garder en tête, donc d'aller plus loin pour questionner la finalité des entreprises plus profondément. Gabriel Raymond-Jean, Alexandre Perra. Oui. Rapidement, parce qu'après, on a évidemment d'autres questionnements. Alors, rapidement, mais en 2 temps. Le premier point, c'est que je pense que, on l'a bien senti ce matin, de nombreuses entreprises perçoivent les sujets de transition écologique et plus généralement de RSE de moins en moins comme un objet complexe et une contrainte que comme une opportunité. Ça a été dit juste à l'instant, je ne développe pas. Le deuxième point, c'est qu'il est vrai que l'on est face à un sujet complexe, pas forcément attirant, parce que on parle de choses qui peuvent faire peur, pour dire les choses dans la version la plus noire.
Et du coup, il faut arriver à mobiliser et passer à l'action. Passer à l'action, ça veut dire, d'une part, partir de la base, partir des initiatives de chacun. Et on l'a fait dans notre société. On a fait une enquête l'an passé sur qui était non pas intéressé par ces enjeux-là, mais qui était susceptible de s'engager, c'est-à-dire de prendre vraiment, par exemple, un risque sur sa prime de fin d'année, parce qu'il aurait travaillé sur des sujets qui n'étaient pas prévus et qui n'auraient pas produit des fruits tout de suite. À l'époque, on avait déjà plus de 10% des effectifs qui étaient prêts à s'engager. Je pense que si on faisait l'enquête, et c'est probablement ce que l'on va faire dans un mois, on aurait plus de 25%. Je mets ma main au feu là-dessus. Donc ça, c'est un point important. Et pour terminer, il y a des méthodes aujourd'hui. Il y a des méthodes que nous, on appelle ça des RSE Factory, héritées de la transformation digitale, qui permettent de cranter des résultats très vite en étant vraiment très ouvert sur l'ensemble des acteurs, et du coup de créer une dynamique d'engagement et des résultats concrets qui font que les jeunes collaborateurs qui peuvent rejoindre et travailler dans ce genre d'initiative vont voir tout de suite les effets et donc avoir envie de continuer. Quand on fait ce genre de groupe de travail, est-ce qu'on, évidemment, on fait face à la réalité. Finalement, ce que voudrait Justine, c'est-à-dire ce que vous avez fait, mais x5 ou x10 ou x30, c'est pas très étonnant. Et en même temps, on fait face, je me répète, on fait face aux réalités, c'est ça, Alexandre Perrin ? Moi, je suis très très sensible à ce que dit Justine, et je pense qu'il faut que tous les dirigeants d'entreprise soient très sensibles. L'entreprise aujourd'hui, elle est face à une menace gigantesque, qui est que les jeunes, les talents, les gens qui vont faire vivre l'entreprise demain, ne veuillent pas rejoindre l'entreprise. Il y a la question de l'attractivité, et le dit très bien, il me semble qu'un jeune qui vient aujourd'hui à l'entreprise ne veut pas une entreprise qui ne fait pas trop de mal à l'environnement, veulent travailler dans des entreprises qui réparent le dommage qui a été fait. Ce qui pose une vraie question à l'entreprise. Deuxièmement, les gens qui sont dans l'entreprise, une fois que ces jeunes sont arrivés dans l'entreprise, il faut les garder. Il y a une promesse employeur qui est faite, il faut garder les jeunes et les talents dans l'entreprise. Et là, ça suppose que l'entreprise change profondément. Alors, il faut une vision, il faut clairement un engagement sur une raison d'être, mais il ne faut pas que ça soit du greenwashing, parce que sinon ça se voit très très vite. Il faut que ça se transforme en une vraie stratégie, dans des décisions d'investissement qu'on prend dans un sens ou dans l'autre, renoncer à des investissements. Et donc c'est toute l'entreprise en profondeur qui change. Donc je pense que ce mouvement qui a mis en lumière le réveil écologique et plus globalement les jeunes dans leur rapport à l'entreprise, il n'a pas fini de transformer l'entreprise et il vaut mieux que les entreprises se transforment rapidement. Il nous reste à peu près 20 minutes pour revoir point par point les 6 propositions. Donc je propose d'aller vite. Je vais quand même donner la parole à Édouard Hainaut. Et je vous pose une question d'ailleurs à vous, Édouard. Est-ce que dans votre entreprise, chez Transdev, il y a ce qu'on a un peu abordé tout à l'heure, est-ce qu'il y a des récalcitrants ? C'est-à-dire que, et s'il y a des récalcitrants, qu'est-ce qu'on fait ? On a parlé tout à l'heure de mobilité au sein même de l'entreprise. Est-ce qu'on ne risque pas une casse sociale ? Comment est-ce que ces enjeux-là prennent part dans notre entreprise ? Alors, très honnêtement, d'abord, les récalcitrants, chez nous, c'est des futurs convaincus. Mais ça veut dire qu'on obéit au doigt et à l'œil chez Transdev. Non, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire juste que les salariés qui sont chez Transdev, ils ont le sens des enjeux, de l'urgence et de ce qui est en train de se passer. Et je rappelle qu'en France, par exemple, 83% des kilomètres des mobilités du quotidien, c'est-à-dire pour aller au travail, sont faits en voiture. Que 11% de ces kilomètres sont faits par le transport public. Donc nous, pour être honnête avec vous, on a un champ de développement juste incroyable. Et j'allais dire presque, parce que les petites tensions qu'on peut vivre dans certains bassins d'emploi, parce qu'il ne faut pas généraliser. En France, par exemple, sur le transport scolaire, on est au rendez-vous, on a monté le truc, on est tendu. Mais finalement, est-ce que ce n'est pas une bonne nouvelle ? Est-ce que ce n'est pas une bonne nouvelle que de chercher à employer les gens, que de chercher à développer des partenariats avec l'économie sociale et solidaire, par exemple, pour continuer à développer l'emploi autour de nos métiers. Moi, j'ai envie de dire, chez Transdev, on a 3 blocs. On a 24 000 conducteurs. On est 34 000 en France. On est 82 000 dans le monde. Mais en France, on a 24 000 conducteurs. On a à peu près 5 000 gens qui sont en service des conducteurs, les agents de ceux qui font la maintenance des véhicules, qui vont avoir des transitions très fortes à mener parce que les véhicules changent. On a les équipes qui sont au soutien pour faire la régularisation, pour assurer le service. On a les équipes qui sont au service du digital pour que nos voyageurs aient de plus en plus d'informations et que ça soit simple de voyager et que ça soit sans couture, comme on dit. Donc on a tous ces gens-là. Et puis on a les 4 dirigeants. Bon, moi, je ne me sens pas être un boomer aujourd'hui. Je me sens plutôt la responsabilité d'être
aux manettes et d'être en capacité de faire agir Transdev comme dirigeant du COMEX, mais aussi comme patron de la France, avec toutes les équipes. Et nos conducteurs, je peux vous garantir qu'ils ont un sens de la responsabilité qui est incroyable. J'en veux pour preuve nos retraités. Depuis 5 ans, là, on a des retraités, enfin on en a tous les ans, mais les 5 dernières années, quand ils ont vu des chiffres peut-être un peu forts et un peu plaignants, et plutôt des PME d'ailleurs, ils ont dit, mais nous, on veut bien venir vous aider à passer cette difficulté temporaire sur le scolaire. Maintenant, on peut rajouter des choses intéressantes. À Rouen, par exemple, on vient de recruter 130 conducteurs et agents de maintenance parce que le président de la métropole a la vision de développer l'offre de transport, parce que si on veut offrir une solution alternative à la voiture, la preuve en est, l'essence n'a jamais été aussi chère, les voitures, on n'a pas vu de voitures disparaître du territoire. Si on ne crée pas de l'offre de transport public qui est bien positionnée, c'est-à-dire plutôt dans les périphériques que dans les centres, plutôt dans la ruralité et la semi-ruralité, on sera là pas capable de le faire. Et donc le président de la métropole, il a poussé 10% d'offres en plus. On est en train de mettre 80 véhicules électriques à Rouen pour faire évoluer la transition. Donc il y a des donneurs d'ordre, des élus qui poussent dans cette voie-là. Certains n'ont peut-être pas encore pris le mouvement, mais je crois qu'on est dans la bonne direction. Donc nos métiers, pour être honnête avec vous, ils sont en développement et on va tout faire pour essayer d'être attractif, pour recruter davantage de personnes. Mais le champ de nos recrutements va s'élargir énormément et continuer à s'élargir énormément. Quelques chiffres qui sont donnés notamment par l'Institut PricewaterhouseCoopers, 200 000 emplois pourraient être créés d'ici 2030 dans la filière électrique, 186 000 dans le bâtiment. Comment est-ce qu'on a calculé tout ça dans le groupe de travail, Alexandre et Gabriel ? Ça sort d'où ces chiffres ? Ce sont des estimations, il faut prendre ça avec précaution, mais en gros, ça montre qu'on va détruire pour 1 million d'emplois, on va en créer peut-être 1 200 000. Donc ce sont des estimations qui sont remontées et consolidées filière par filière, mais qui montrent surtout une dynamique. C'est qu'il y a une dynamique à laquelle il faut se préparer, de destruction d'un certain nombre d'emplois, mais en même temps de nouveaux emplois qui apparaissent. Et la question, elle n'est pas tellement de savoir si c'est 200 ou 250 000 créés dans telle ou telle filière ou pas. C'est comment est-ce qu'on gère et on se prépare à ce changement. Justine Duval, sur justement le fait qu'on casse pas des emplois, on les supprime pour en créer d'autres parce qu'effectivement ils sont obsolètes. Comment est-ce que vous voyez ça, vous, qui êtes étudiante à Polytechnique, je crois. Oui, c'est ça. Voilà. Alors, tout à fait. Donc, aujourd'hui, on voit très bien, en tant qu'étudiant, on a identifié certains métiers qui sont en fait des jobs échoués. C'est-à-dire qu'on n'a pas envie de s'engager dans une carrière en sachant que dans 10 ans, ça n'existera plus. Je vais prendre un exemple. Par exemple, moi, j'ai une formation d'ingénieur. J'ai pas envie d'avoir un métier d'ingénieur dans le pétrole parce que même au-delà de mes convictions écologiques, dans 10 ans, il y en aura beaucoup moins et c'est pas un métier d'avenir. C'est pas quelque chose qui est durable, mais durable au sens propre du terme, c'est-à-dire pérenne sur le long terme. C'est assez intéressant. Quand on parlait justement de créer des liens avec le monde scolaire, moi, il m'est venu quand même, et le président de la République a fait le diagnostic de l'école il y a quelques jours, on a envie de dire, c'est très bien la RSE, mais il faudrait peut-être d'abord reprendre, si on donne aux profs la capacité de dire, tenez, il faut quand même informer les jeunes sur ce que vous disiez tout à l'heure, ce qu'ils pourraient avoir comme métier dans le futur. Je vais jouer au commandant de bord, mais il faut quand même d'abord apprendre à lire et à compter. Est-ce qu'on peut faire tout ça en même temps ? Comment est-ce que vous voyez les choses ? Vous qui avez fait le groupe de travail, et vous, Justine, qui en sortez, j'allais dire, à peine. Merci. Je pense que l'école, c'est une opportunité, dès le plus jeune âge, justement, de se former à ces enjeux. On voit encore trop aujourd'hui, à mon sens, que l'écologie, c'est quelque chose... en tout cas, c'est comme ça que c'est un petit peu caricaturé peut-être dans les médias. C'est quelque chose qui... pardon. C'est quelque chose qui est réservé, on va dire, à l'élite, aux ingénieurs, à ceux qui sont en école de commerce ou étudiants à Sciences Po ou dans d'autres grandes écoles. Je pense que si on veut toucher tout le monde, et la crise écologique, elle touche tout le monde de par ses conséquences,
il faut aller dès l'école, dès le collège, des lycées, avec des formations, des cours, des sensibilisations. Et ça peut même susciter des vocations, ne serait-ce que dans le secteur de l'agriculture, où il faudrait augmenter, je crois, le chiffre. Même peut-être avant le collège et le lycée. J'entendais Stanislas Dehaene sur notre antenne ce matin qui disait qu'il fallait faire les choses dès le plus jeune âge, parce que le cerveau apprend très très rapidement. Oui, tout à fait. Et on peut susciter également des nouvelles vocations qui sont plus en lien, plus ancrées dans la société, avec des problématiques concrètes, peut-être même plus concrètes que, je ne sais pas, les maths ou le français, dès l'école. Donc c'est une vraie question. Oui. Une remarque là-dessus ? Ouais, très rapidement, la question est posée assez fréquemment de la grande démission et de la recherche de sens de la part des collaborateurs. Je pense que nous tenons une opportunité extraordinaire pour une transformation, mais vraiment globale, du pays, de tous les citoyens, dans leurs pratiques et dans leur action potentielle en tant que travailleurs, employés ou chefs d'entreprise. Voilà, et donc à nous de saisir cette opportunité. Elle n'est pas simple parce qu'on ne sait pas très bien où on va, je le répète. On peut planifier, mais il y a une part d'incertitude considérable. Il ne faut pas avoir peur. À nous d'inventer le monde de demain. Ça va se faire à tous les niveaux, à l'école. Bon, je ne reprends pas tous les points, mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les formations auront toujours un temps de retard par rapport aux besoins immédiats. Et donc, nous avons besoin d'une agilité et d'un jeu collectif. Voilà, ça c'est extrêmement important de mon point de vue. Alors justement, on n'est pas très loin en parlant de la formation des dirigeants dont vous parliez, Alexandre Perrat, tout à l'heure. Et je reprends un peu l'expression d'Edouard Reynaud qui disait qu'il n'était pas un boomer. On est content de le savoir. Mais c'est ça, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous avez dit ça, je me disais, mais en fait, on n'en veut plus des boomers. Même dans les entreprises, quand vous arrivez à des échelons très, très élevés, fait que le COMEX ne veut plus Alors, du coup, sur la formation des dirigeants, comment est-ce que ça marche ? Comment est-ce qu'on peut ancrer ça dans le quotidien, sachant que, alors, je ne sais pas si c'est les médias qui restituent ça mal, mais dans l'inconscient collectif, l'agenda d'un dirigeant, il est déjà tellement bouqué que pour trouver la place pour une formation, ça va être difficile. Si je peux me permettre Edouard de répondre. D'abord, comme vous, dans vos entreprises, on forme les administrateurs, les actionnaires, donc on a des comités RSE, enfin, on forme tous les dirigeants d'entreprise, on a des présentations régulières en COMEX de l'avancement de nos politiques RSE. Et j'allais dire aujourd'hui, on parle de transformation, on parle de transition, on est nourri par ça. Il y a 20 ans, vous faisiez une transformation sur un sujet particulier. Aujourd'hui, toute l'entreprise est en transformation, mais en permanence. C'est fini le temps où on avait un projet de transformation qui démarrait et qui s'arrêtait. Ils s'enchaînent, ils succèdent, ils sont en même temps. Enfin, on a un vrai sujet. Et donc, quand on parle de RSE, et nous, on a la chance d'avoir un métier qui est au cœur des enjeux RSE, puisqu'on peut substituer et donner des solutions alternatives à la voiture, à l'usage de la voiture. On ne parle pas de la supprimer, on parle de permettre de le faire. On a un lien social qui est important grâce à ça, et on le crée parce que les gens peuvent travailler, peuvent aller à la culture, peuvent aller faire du sport, mais aussi, on leur apporte aussi du pouvoir d'achat avec nos donneurs d'ordre, les autorités organisatrices de mobilité, puisque utiliser du transport partagé coûte 7 fois moins cher que d'utiliser sa propre voiture. Et donc, in fine, on déclenche des mouvements. Mais il faut créer de l'offre. Mais par rapport à ce que vous disiez, s'il vous plaît, sur les dirigeants, nous, on les forme d'abord, mais surtout, ils sont acteurs. Et ils sont pleinement acteurs parce qu'ils participent à des webconférences. C'est mutualiste, en fait. On travaille comme ça, on travaille beaucoup dans la co-construction, dans la coopération et dans le collaboratif. Et ça fait partie de nos valeurs. On a 3 valeurs. Prendre soin de nos voyageurs et de nos collaborateurs, partager nos expériences, partager de partout en France, on multiplie les connaissances de ce qui s'est fait parce qu'on est une entreprise de service, le service ça part du terrain et ça remonte vers le haut. Donc chacun donne une idée. Et donc ils apportent l'idée, on cadre et on priorise et quand on est tous partis sur le schéma se déroule très très rapidement et j'aurais tendance à dire que la pluie tombe au sol. Et la démonstration parfaite, ça a été l'organisation du transport public sur le Covid. Et on était là, on était au rendez-vous, et ça s'est mis en œuvre très très rapidement. Justine Duval, si vous êtes un jour dirigeante, quel genre de dirigeante serez-vous ? J'hésiterai pas à former toutes les personnes de mon entreprise, même si j'espère qu'au moment où je serai dirigeante, tout le monde aura bien conscience des enjeux environnementaux. Ce qui est intéressant dans votre question, c'est que nous, on pense qu'on n'a pas le temps d'attendre que notre génération elle soit aux commandes, qu'elle soit en responsabilité pour agir en fait. Donc
Et j'espère que si un jour je suis dirigeante, on en sera déjà tous sur la bonne ligne, avec la bonne vision d'avenir, et que mes 3 autres participants à cette table ronde auront fait ce qu'il fallait, même si bien sûr je compte m'engager à mon échelle, mais disons que je ne suis pas encore assez en position de responsabilité pour le faire. Faire notre part. On est mal, hein. Non, plutôt bien. Sur la mobilité, on a parlé tout à l'heure un peu des... mais d'abord, en termes de coûts, mais j'en reviens un peu toujours à l'argent, ça coûte cher, la mobilité des salariés. Vous parliez tout à l'heure, j'en reviens au point 3. C'est un investissement, mais cet investissement, c'est le coût de la survie de l'entreprise, tout simplement. Donc ça n'a pas de coût d'une certaine manière. Bien sûr, on calcule les euros et on en tient compte, mais c'est le coût de la survie de l'entreprise. Le modèle est vraiment en train de changer. Certains le voient, d'autres non. Certaines entreprises sont vraiment engagées dans ce mouvement et sont prêtes à faire des investissements, des renoncements. C'est ça qu'il faut calculer pour voir la vérité de l'entreprise d'une certaine manière. Et juste pour revenir... Quand vous dites d'autres non, c'est d'autres non ou d'autres pas d'autres encore entreprises sont ou d'autres pas encore n'y sont pas encore, parce que d'autres entreprises peuvent encore être tentées, je ne sais pas comment elles le font et comment les actionnaires les laissent faire, mais de vivre sur la rente du monde d'avant. Mais ça ne durera pas, et ça ne pourra pas... De toute façon, à un moment donné, c'est déjà contraignant. Je parle sous le contrôle de Marlène Schiappa qui est là, mais à un moment donné, il y a quand même un de contrôle. toute manière, être un boomer aujourd'hui dans une entreprise qui est engagée, je ne voudrais pas l'être, parce que ça doit être un enfer. Son chef peut lui avoir mis des objectifs RSE. Son client lui demande de prouver que son produit ou son service est RSE. Ses équipes, s'ils ont Justine dans l'équipe, le questionnent sur ses décisions. Pourquoi on fait ça? Parce que la parole est quand même libre dans l'entreprise, ça se parle. Et avec un peu de chance, mais c'est pas de la chance, c'est presque une certitude, quand il rentre chez lui le soir ou le week-end, il se fait engueuler par ses enfants ou ses petits-enfants. Donc c'est un boomer aujourd'hui dans l'entreprise, il faut qu'il ait le cuir très très épais pour le rester longtemps. Voilà. Donc, ou un bon parachute pour son siège éjectable. Voilà. On en vient tout de suite, si vous voulez bien, parce que le temps nous manque, au crédit d'impôt recherche, parce que ça c'est une vraie proposition. Comment est-ce qu'on est venu à ça, sachant que, et par rapport à ce que je viens de dire, il y a déjà une contrainte qui est celle de ne pas respecter le RSE dans les entreprises. Alors comment... Pardonnez-moi cette question un peu candide, mais comment est-ce qu'on peut encourager à la fois avec un crédit d'impôt recherche et contraindre avec, je ne sais pas comment ça va se passer, mais en tout cas, voilà, des contraintes pour les entreprises. Alors, on n'a pas parlé de contraintes. L'idée, c'est de... Non, mais comme ça existe déjà, en tout cas au niveau de Bruxelles... Ce qui existe, c'est un crédit impôt recherche qui encourage les entreprises à innover, et ça fonctionne bien, et il ne faut surtout pas déstabiliser ça. La question qui se pose, c'est est-ce que pour les sujets qui sont un peu plus lointains dans leur capacité à avoir un rendement et à apporter un rendement à l'entreprise rapidement, il ne faut pas une incitation supplémentaire vers ces technologies-là. Alors, ça suppose de faire toute une nomenclature de qu'est-ce que c'est qu'une innovation qui est en rupture et de celle qui ne l'est pas, parce qu'il ne s'agit pas d'améliorer marginalement le système, il s'agit vraiment d'aller vers de la rupture. Donc, évidemment, il faut si c'est une idée qui est retenue, il faut qu'on regarde comment on l'élabore et comment on va au-delà, mais c'est quelque chose qui vient s'ajouter et qui doit être avant tout incitatif. Ça permettra aussi de mesurer ce qu'une nation investit dans sa recherche au service de cette rupture. Ma dernière question, je la pose à Justine Duval, puisque votre point 6, c'est inciter l'ensemble des publics à se former au métier de demain. Ça a l'air évident pour vous, mais comment est-ce qu'on fait pour transmettre l'évidence ? Je pense que ça passe déjà, comme on le disait, tout ça c'est un peu lié, même complètement lié à l'école et aux formations. Si on n'est pas sensibilisé aux enjeux de la transition écologique, aux enjeux sociétaux de notre temps, on ne peut pas aller chercher plus loin et se dire je vais m'engager, je vais faire un métier qui va être utile socialement ou environnementalement pour la société. Donc je pense que concrètement, ça passe en effet par l'école. Il y a sans doute des choses qui sont à revoir au niveau des programmes scolaires, comme on l'a peut-être déjà évoqué. Nous, on se concentre plus sur l'enseignement supérieur au sein du collectif dans notre action. Et donc, on essaie
d'inclure dans toutes les formations un passage obligatoire par une sensibilisation à cela. Donc il y a plusieurs façons de le faire. Donc soit on propose des sensibilisations, soit on va former les directeurs d'école, parce qu'on pense que ça peut aussi venir d'eux pour avoir une vision de leur école. Et la meilleure des sensibilisations, c'est peut-être d'écouter les jeunes. Et on vous remercie beaucoup. Justine Duval, merci à Alexandre Perra, Gabriel Raymond-Jean, que je reçois ce soir sur Europe 1, donc on aura encore la possibilité d'en discuter, et vous, Édouard Reynaud. Merci beaucoup.